Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Quand on évoque le métier d'hôtesse de l'air, on pense au voyage, à la liberté et parfois même au prestige de l'uniforme. Mais connaît-on réellement bien ce métier qui en fait rêver beaucoup ? Méloane lève le voile sur cette profession qui déchaîne les passions. Elle est elle-même fille d'un couple de personnels navigants. Alors on peut presque dire que cette voie professionnelle était une évidence pour elle. Depuis toute petite, elle accompagne ses parents sur leur vol, où elle a pu les observer avec une fascination grandissante pour le voyage, mais aussi pour l'admiration qu'elle porte à leur métier. Elle apprend donc très jeune à développer ses capacités d'adaptation et à cultiver cet amour pour l'évasion. Ensemble, on parle de la formation pour devenir personnel navigant, les sacrifices que cela implique, mais aussi des coulisses de la préparation d'un vol. Méloane nous raconte son tout premier vol en tant que personnel navigant, puis la suite, ses vols aux quatre coins du monde, Madagascar, Brésil, Réunion. Elle a choisi une vie où la routine n'existe pas et où elle savoure chaque petit moment du quotidien avec son fils et son compagnon avant de repartir sur des vols avec escale de 24 heures, voire plus parfois. Elle revient sur ce rythme de vie particulier entre les vols, ses journées d'astreinte et comment elle arrive à concilier le tout avec le jet lag. Je peux vous assurer une chose, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous ne verrez plus jamais le personnel navigant de la même manière. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de la lumineuse Méloane pour un shoot de good vibes et de bonne humeur. Hello Méloane. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'ai commencé par te demander de te présenter donc pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens, et puis nous dire ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Méloane, je vais avoir 25 ans le mois prochain. J'habite à côté de Paris, en banlieue parisienne, et je suis hôtesse de l'air. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est une auditrice qui m'a fait découvrir ton compte et qui voulait justement entendre un petit peu la trajectoire de vie professionnelle d'une hôtesse de l'air. Donc je suis ravie que ce soit avec toi aujourd'hui, qu'on en discute. Écoute, c'est un grand plaisir. Je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ta passion pour le voyage ? J'ai grandi avec deux parents qui sont navigants comme moi, donc un père qui est chef de cabine et une mère qui est hôtesse de l'air, qui ont pu me faire voyager dès mes 1 mois, je crois. Donc j'ai beaucoup voyagé étant petite, j'ai pu découvrir des coins pas communs, on va dire, dans le monde. Et je suis beaucoup aussi partie en colonie de vacances à l'étranger. Donc effectivement, l'envie d'ailleurs et puis la découverte de l'autre s'est fait vraiment dès le biberon, quoi. C'est ça. Et alors, quel type de voyageuse tu es, toi, quand tu pars en voyage ? Alors j'ai eu l'habitude d'être une voyageuse un peu roots. On a souvent dormi dans des aéroports, sur des planches de surf, sur des transats, plein de choses comme ça. Et puis depuis 2 ans, avec l'arrivée de mon bébé, j'ai commencé à être une voyageuse un petit peu plus chill, on va dire. Et j'ai eu envie de me reposer un petit peu plus. Donc j'essaie de favoriser le repos quand je suis en escale et continuer à barouder quand je suis en vacances. On va vraiment remettre le contexte de tout ça. Et donc, finalement, toi, vouloir devenir hôtesse de l'air, c'est grâce à tes parents, grâce au fait que tu les as vus toute ton enfance. Comment est-ce que c'est venu finalement ?
Oui, tout à fait. J'ai vu ma mère se préparer pour partir en vol avec tout le prestige de l'hôtesse de l'air que je projetais un petit peu sur moi et je savais pas vraiment si je pouvais le faire, si je pouvais y arriver. Surtout que le secteur de l'aérien était bouché pendant assez longtemps, pendant une dizaine d'années et c'est tombé au moment de mon adolescence, donc au moment de choisir sa voie. J'étais un petit peu perdue et peu après, au moment de passer mon BTS, j'ai vu plusieurs offres d'emploi se présenter. Donc j'ai, on va dire, abandonné un petit peu mes études pour me consacrer au métier d'hôtesse de l'air. Mais moi, je suis très curieuse du parcours de formation, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, pour être hôtesse de l'air, il faut d'abord avoir son bac. Ça peut être un bac général, un bac technologique ou un bac pro, mais il faut avoir le diplôme du bac. Et ensuite, il faut faire une formation qui s'appelle le CCA, qui dure quelques semaines et qui se décompose en deux parties, donc la partie théorique et la partie pratique. C'est une formation qui est assez intensive, mais du coup qui dure pas longtemps parce qu'au bout de à peu près 2 mois, c'est fini. En fait, ce sont plusieurs semaines qui sont un petit peu réparties sur 2 mois. Et il faut également un diplôme d'anglais. Il y a plusieurs diplômes qui sont acceptés, le TOEIC, le TOEFL, le BULAT, le LinguaSkill. On a plusieurs équivalences de niveau d'anglais qui peuvent nous permettre de faire ce métier. Et il faut aussi avoir un brevet de natation, mais c'est quelque chose que tu peux passer dans une piscine municipale juste à côté en 5 minutes. Et donc, mais comment ça se passe pour les entraînements, entre guillemets, pendant cette formation? Alors, les premières semaines théoriques, ce sont des cours très intensifs, donc je crois que ça commençait à 9h et ça finissait à 17h ou 18h, et puis certains restaient aussi après les cours. On avait énormément de choses à retenir, on avait un bouquin entier à apprendre, donc il fallait vraiment bachoter après les cours. On n'avait pas vraiment de vie, on va dire, pendant ces semaines-là. Et ensuite, pendant la formation pratique, on a eu plusieurs cours qui ont été abordés, on a eu du secourisme, de la sécurité. Ok, donc en cas de problème dans l'appareil. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier vol en tant qu'hôtesse de l'air? Comment est-ce que ça s'est passé ce premier jour? Ça doit quand même être particulier, j'imagine. Oui, j'ai souvent accompagné ma mère en équipage en tant que passagère, donc je connaissais un petit peu l'ambiance des équipages. Mais quand tu y es, c'est vraiment différent. Et quand j'ai commencé ce métier-là, j'avais 19 ans. Donc j'étais très très jeune, j'étais la plus jeune de mon équipage. Peut-être que la personne la plus jeune avait 35 à 40 ans. Donc j'étais en fin d'adolescence, projetée dans un monde d'adulte. C'était à Montréal, c'était en décembre. Et j'ai adoré, vraiment. Je me suis sentie très entourée et un petit peu maternée par le reste de l'équipage. C'était une escale de 24 heures, donc on n'a pas pu faire grand-chose, mais je découvrais le Canada en hiver. Il y a de la neige du coup? Oui, il y avait de la neige, il faisait très froid, je crois qu'il faisait moins 17 degrés. C'était la première fois que j'atteignais une température aussi basse. Combien vous avez de vols par mois, par exemple, déjà, à peu près? Alors, en période hors pandémie, on avait 4 à 5 vols par mois. Donc souvent, c'était 4 vols sur le mois, dont un qui débordait un petit peu sur le mois d'après. Et là, on a à peu près 3 vols. Bon, cet été, c'est un petit peu plus sportif, on va dire, mais là, pendant le reste de l'année, on a eu à peu près 3 vols. Ok, et donc en fait, t'es toujours avec les mêmes personnes quand tu pars en vol? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Je suis jamais avec les mêmes personnes. Ça m'arrive des fois de temps en temps de voler avec quelqu'un que je connais, mais c'est très très rare. Et on dit que les PNC se retrouvent à peu près tous les 5 ans sur un vol. Ah ouais, ok, donc mais comment réussir à, je sais pas moi, à créer vraiment une dynamique d'équipe quand tu connais jamais les personnes? Alors, j'ai été surprise, mais ça se faisait très très naturellement. Donc, dès le briefing, en général, on voit un petit peu, on essaie de voir un petit peu les têtes de chacun avec qui on va bien s'entendre et tout. Et je pense qu'on a été un petit peu recrutés pour être pareil. Déjà, je pense qu'on est une population plutôt de personnes gentilles et bienveillantes. Et on apprend beaucoup en formation tous ces petits gestes de bienveillance qui font que ça peut bien fonctionner au sein d'un équipage. Même s'il y a un problème avec une autre hôtesse de l'air ou un autre steward, on essaie vraiment de mettre nos différends de côté et de travailler en synergie. Donc c'est des petites attentions qui ont l'air de rien, mais voilà, quand on passe dans les cuisines, on propose un verre d'eau à chacun ou toutes ces petites choses qui peuvent favoriser le confort de l'équipage. Et donc alors, comment ça se passe? Tu dois arriver combien de temps avant le départ du vol? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Où est-ce que tu vas quand t'arrives? Raconte-nous.
Alors, le briefing se passe 1h30 avant le vol. Donc on doit pointer 1h30 avant le vol avec un badge. Et là, on va se retrouver tous dans une salle de briefing où les chefs de cabine vont nous annoncer tous les détails du vol, toutes les particularités, le temps de vol, s'il y a des turbulences, s'il y a des enfants, des bébés à bord, des personnes à mobilité réduite, quel pays on va survoler, où est-ce qu'on pourrait s'arrêter si jamais il y a la santé d'un passager qui est en danger, à combien de temps on sera d'une zone où on peut dérouter, toutes ces particularités. Donc 1h30 à l'avance, et donc c'est à ce moment-là que tu découvres les personnes avec qui tu vas travailler. C'est ça. Okay. Ensuite, on prend tous une petite navette qui nous emmène au pied de l'avion, et on prend notre poste dans l'avion, où on va chacun checker des items de sécurité, donc on a une fiche de poste avec des petites cases à cocher, et on doit vérifier qu'on a bien notre extincteur, notre gilet de sauvetage, tout plein d'items à vérifier, et après on est prêt à embarquer. Et donc, en général, quand t'es passager et que t'arrives dans l'avion, c'est tout beau, c'est tout bien rangé. Ça aussi, c'est vous qui vous occupez de tout installer dans l'appareil ? Non, on a des équipes de nettoyage qui sont très très efficaces, c'est-à-dire que des fois un avion arrive en escale, une fois que le dernier passager a débarqué, ils rentrent tous dans l'avion, ils nettoient à fond et c'est très très clean et très rapide, et ils repartent comme des petites souris et après on est prêt à accueillir. C'est vrai qu'après un vol de 11 heures, c'est quand même le chaos à l'intérieur. Ah oui, c'est le chaos. Des fois, je m'amuse à prendre des photos parce que ça me fait... voilà. C'est vrai qu'après 11 heures, c'est chaud. Alors, on a quelques passagers, notamment au Japon et en Corée, qui ont le don de te rendre l'avion plus clean que quand ils sont arrivés. Alors, ils replient leur couverture, ils remettent la ceinture par-dessus, et l'avion est encore plus nickel que quand ils sont arrivés. Oh, j'adore. Et donc, alors, il y a le vol. Qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être, qu'on ne sait pas, vous, tout ce que vous faites pendant le vol ? Alors, il y a une chose que peu de personnes savent, et des fois les passagers sont étonnés de nous voir entrer dans soit là-haut, soit en bas, mais il y a un petit escalier qui mène à un post-repos. Donc on se repose pendant le vol. On fait une phase de service après le décollage. Ensuite, il y a un temps de garde et une phase de service avant l'atterrissage. Et pendant cette garde, la garde est divisée en 2 parties. Donc la première partie, il y a une partie de l'équipage qui va se reposer pendant que l'autre fait la garde. Et ensuite, on échange à peu près la moitié du vol. Et donc tout ça, c'est discuté au moment du briefing avant de monter dans l'avion. Voilà, quand on prend notre poste, quand on choisit notre poste, on sait si on va être de première garde ou de premier repos. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur les relations dans les équipages, etc. Alors, quand je suis arrivée dans l'entreprise, je pensais vraiment que j'allais garder ce lien avec tout le monde parce qu'à mon premier équipage, on était très amicaux entre nous, on s'est très bien entendus, on est sortis au restaurant, on a bien rigolé. Moi, je me suis marrée à mon premier vol et j'étais naïve et j'ai pris les numéros de tout le monde. Je me suis dit, on va tous se recontacter, ça va être trop bien, on va se faire un dîner ensemble. Et finalement, plus personne ne se reparle après. Alors, il arrive qu'on crée des liens très très forts, une vraie connexion avec quelqu'un et dans ces cas-là, on se revoit. Mais la plupart des personnes que tu vas croiser, on va avoir une vraie connexion et puis après plus rien en fait. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu genre quand t'es bénévole aussi sur des festivals ou des choses comme ça. Pendant 3 jours, t'as toute cette ferveur de l'événement, on est tous ensemble et puis après, on se revoit plus. C'est ça. Et il y a des personnes, je me dis, mais je pourrais jamais les oublier et 2 semaines après, je les recroise à l'aéroport et je me souviens plus comment ils s'appellent. Ça arrive aussi. Non mais moi ce que je trouve fou c'est que t'as retravaillé très peu de fois en fait avec la même personne. J'imaginais pas que c'était à ce point, tu vois. Mais je me dis d'un côté ça crée cet effet de changement perpétuel et que ce soit jamais la même chose. Donc on se lasse pas d'un côté, non ? C'est ce qui est beau aussi dans ces changements d'équipage. Et puis tu sais que quand tu gardes vraiment un lien avec quelqu'un, c'est que la personne t'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, plus que les autres. Donc toutes les relations qu'on a et qu'on garde, c'est qu'elles sont très fortes finalement. Et comment tu fais par exemple si tu as eu feeling avec quelqu'un pour justement être placé un jour, une autre fois sur le même vol ? Alors on a un système de desiderata où on peut choisir des vols, on peut en choisir 2 par mois et ils sont pas sûrs d'être acceptés, c'est accepté selon un nombre de points qui est défini par ton nombre d'années d'ancienneté et après tu peux dépenser tes points comme tu le veux en demandant des vols. Donc t'as des personnes qui gardent leurs points pour la fin de l'année pour avoir des meilleurs vols et pour être plus en haut dans la liste et tu as des personnes qui dépensent beaucoup plus leurs points mais pour avoir des vols fréquemment avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Donc c'est soit pour le choix de la destination, soit pour le choix d'être avec quelqu'un avec qui on veut travailler, c'est ça ? Tu choisis tout le temps la destination. Ah,
Ok. Tu choisis tout le temps la destination, mais tu choisis pas forcément la date de la destination, tu choisis pas forcément la personne avec qui tu vas être, ou tu choisis pas forcément le temps que tu vas rester en escale. Ça peut être 24 heures, ça peut être 72 heures, on peut pas forcément choisir. On peut, mais ça coûte plus de points en fait. Et toi, comment est-ce que tu choisis? C'est parce que tu te dis, ah bah les personnes qui vont dans ce vol en général, elles sont plutôt cool, ou comment est-ce que tu sélectionnes, toi? Ça marche beaucoup par période. Il y a des périodes où j'ai beaucoup plus envie d'aller aux Antilles. Il y a des périodes où j'ai beaucoup plus envie d'aller au Brésil. Là, j'ai eu ma période Brésil il y a pas longtemps et je demandais que des vols Brésil. Ma première année, je suis allée, je crois, 13 fois à Montréal parce que j'ai adoré. Donc, je choisis un petit peu comme ça. Après, j'aime bien aussi les vols Afrique. Il y a pas beaucoup de personnes qui les aiment parce que souvent, on a un double tronçon. C'est-à-dire qu'on s'arrête d'abord, on fait escale quelque part avant d'arriver à destination. Moi j'aime bien ces vols-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, voire pas du tout, et que l'ambiance des équipages sur les vols Afrique, je la trouve 100 fois plus fun parce que on est tous souvent coincés dans le même hôtel, du coup on descend tous à l'apéro et on fait toujours tout ensemble, contrairement à des escales comme New York où chacun va aller un peu faire sa vie dans la ville. Et est-ce qu'il y a une règle, par exemple, je sais pas moi, le nombre d'heures de vol, qui donc va être le nombre d'heures où tu vas rester dans la ville avant de repartir? Comment ça fonctionne? Alors je pense qu'il y a des règles pour instaurer un minimum d'heures sur place, mais là par exemple mon prochain vol c'est un Cayenne en Guyane, je vais rester 24 heures, mais l'année dernière j'en ai fait un où je suis restée 72 heures, donc je sais que le minimum ça doit être 24 heures, mais ça peut être beaucoup plus sans règle Mais particulière. c'est pas toi qui choisis. Non. Ok. Donc ça, mais t'es prévenu quand même, c'est quoi à peu près un mois à l'avance sur tes prochains vols à chaque fois? C'est ça, en fin de mois on a un planning stable sur le mois d'après. Ok. Est-ce que tu veux peut-être nous raconter des vols qui t'ont particulièrement marqué, donc vraiment dans ta carrière? Peut-être nous présenter quelques escales que t'as trouvé sympas. Alors, une escale qui m'a particulièrement marquée, c'est Madagascar. J'y étais déjà allée avec mes parents quand j'étais petite. Et là, j'y suis retournée en février avec ma mère et on était toutes les deux en hôtesse de l'air sur le vol. C'était pas la première fois que je faisais un vol avec elle, mais cette escale m'a marquée parce que pour Noël, ma mère m'a offert un zébu de Madagascar. Alors en fait, c'est un don associatif qu'elle a fait qui va permettre à un paysan d'avoir un zébu. Et avoir un zébu à Madagascar, c'est un titre de réussite sociale parce qu'il y a beaucoup de paysans qui vivent dans des maisons où il pleut dans le salon parce qu'il y a des trous partout dans le plafond, qui ont des conditions de vie qui sont très très mauvaises, et avoir un zébu ça te permet vraiment de pouvoir travailler et d'assurer des rentrées d'argent. Donc son cadeau pour moi pour Noël, c'était d'acheter un zébu pour un paysan. Et en fait, pendant ce vol à Madagascar, elle m'a emmenée voir ce zébu. Donc j'ai pu le rencontrer et rencontrer la famille à qui on avait offert ce zébu. En fait, le zébu n'est pas vraiment offert, il leur est accordé sous forme de microcrédit qui pourront rembourser avec ce que leur rapporte le zébu. Est-ce que tu as une autre histoire à nous raconter comme ça là pour nous faire voyager? Je pense que j'ai pas d'escales qui m'ont marqué plus que celle-ci, mais il y a des pays que j'ai trouvé magnifiques. Et comme je t'ai dit, récemment j'ai eu ma période Brésil, donc j'allais souvent à Rio de Janeiro. C'est une ville où je trouve qu'on se sent vraiment bien, où les gens sont très souriants, très accueillants, où on a des paysages magnifiques. On a fait du bateau sur la baie de Rio au coucher de soleil. On est allé prendre un apéro dans les favelas, plein de choses qu'on n'est pas habitué à faire à Paris. Donc ça c'est un peu exotique. C'est ça, c'est une des escales qui m'a le plus plu. Et du coup, c'est pas trop difficile de gérer parce que à chaque fois, t'as la fatigue sûrement du vol, parce que c'est du travail quand même. En plus, le décalage horaire, c'est pas trop compliqué. Ou est-ce qu'il y a l'excitation peut-être à chaque fois derrière qui permet d'avoir autant d'énergie pour aller visiter? C'est un petit peu fatigant, c'est vrai. Surtout que je sais que quand je vais rentrer à la maison après, il faut que je récupère mon fils et que je m'en occupe. Alors des fois, je rentre de vol, il est 7h du matin et je dois le gérer encore pour toute la journée, donc c'est comme si il y avait encore une journée qui recommençait après ta journée de travail, après ta journée en escale encore. C'est ça, ouais, ça doit être fatigant, ouais. Mais du coup, j'essaie de bien dormir avant mon vol, surtout quand je suis à Paris. J'essaie de dormir le plus longtemps possible avant mon vol, et comme ça, je peux profiter un petit peu en escale, et j'essaie de me mettre vraiment à l'horaire du pays dans lequel je vais, et de pas rester sur mon horaire de France. Alors quand tu restes 24 heures dans le pays, c'est un petit peu compliqué des fois, mais si tu restes plus de 48 heures, autant s'adapter à l'heure du pays, et comme ça tu peux faire un maximum de choses. Et je me dis toujours que je dormirai plus tard, que je dormirai en rentrant.
Mais du coup, j'ai une question qui me vient. Donc toi, t'as grandi avec tes deux parents quand même qui faisaient ce métier. Donc à chaque fois, ils t'emmenaient ou est-ce que parfois ils alternaient aussi pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec toi? Comment ça se passait? Alors, il n'y avait pas toujours quelqu'un avec moi parce que ils peuvent pas choisir toutes leurs dates de vol et ce sont des plannings qui tombent un petit peu comme ça au hasard. Mais j'avais une sorte de troisième famille, en fait, un enfant qui était dans ma classe en première section de maternelle. Et on a fait toute la maternelle, toute la primaire et tout le collège ensemble, dans la même classe. Et j'allais dormir chez lui à chaque fois que mes parents étaient tous les deux en vol en même temps. Et donc toi, là, tu dis que t'as eu un enfant il y a 2 ans, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Est-ce que tu te dis que tu veux refaire exactement pareil que toi, ce que tu as connu? Comment est-ce que t'envisages tout ça? Alors dans l'idéal, j'aurais aimé faire ça, mais je sais pas vraiment si c'est possible. Déjà parce que il faut un agrément pour garder un enfant. Les assistantes maternelles ont besoin d'un agrément pour pouvoir garder un enfant, mais elles peuvent pas le garder à tous les horaires parce qu'elles doivent avoir un minimum de temps de repos. Mais moi, si je pars 3 jours, je pourrais pas le laisser nulle part pendant leur temps de repos, donc je sais pas vraiment exactement comment on va s'organiser. Pour l'instant, je le laisse un petit peu à ses grands-parents, un petit peu à son papa, et puis quand je reviens, c'est moi qui m'en occupe. Mais par la suite, je sais pas trop comment on va s'organiser. Je pense qu'on verra un peu au feeling aussi. Mais du coup, est-ce que t'as encore jamais pris de vol avec lui? Non, j'ai jamais pris l'avion avec lui. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt, oui. Eh ben moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de ce que tu aimes de ton métier, tout ce que tu trouves vraiment agréable, ce qui fait que tu n'envisagerais pas de faire autre chose. Alors, à chaque fois qu'on pose la question à une hôtesse ou un steward, la plupart du temps, il va te répondre ah non, mais c'est pas que pour les voyages. Mais en vrai, si c'est la raison principale, c'est parce que j'aime voyager. Et oui, en réalité, c'est surtout les voyages qui m'ont motivée à ça, mais j'aime bien à côté le contact avec la clientèle, ce côté petite bulle, t'es dans un tube à 10 000 mètres de haut et t'es complètement loin du monde et il se passe tellement de choses dans un avion. Des fois, je vois un avion passer dans le ciel et je me dis, ça se trouve là, il y a quelqu'un qui est en train de servir un café, il y en a une qui a renversé le sien, il y a quelqu'un qui est aux toilettes, il y a quelqu'un... et j'aime bien ce côté monde à part, travailler dans le ciel, je trouve ça formidable. Et surtout rencontrer plein de personnes différentes, que ce soit dans les équipages, dans les passagers. J'ai rencontré plein de personnes formidables, alors on garde pas forcément contact ensemble, mais à chaque fois entendre les expériences des autres personnes, j'adore ça. C'est vrai que moi j'ai l'impression que pour faire ce métier, faut quand même aimer être au contact de l'autre, parce que t'es dans un équipage, donc tu dois apprécier en tout cas travailler en équipe, mais aussi tu dois apprécier te soucier des autres, donc de tous les passagers, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'on est un peu recruté comme ça aussi. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins solitaires en escale, mais c'est vrai que quand on est dans l'avion, on est tout le temps en train de parler avec quelqu'un, on est tout le temps au contact de l'autre. C'est ça, donc après, être ensemble en escale, ça dépend peut-être des affinités qu'il y a eu justement dans le vol avant. Oui, c'est ça. Alors dans la plupart des escales, surtout les escales un petit peu soleil-plage, on essaie de se faire un apéro, au moins le premier soir, en arrivant. Et après, on voit déjà qu'il y a des personnes qui viennent pas à l'apéro, alors soit parce qu'elles sont fatiguées, soit parce qu'elles ont juste pas envie. Et on force personne à venir, chacun vient s'il veut. Bah du coup là on a quand même traversé une période de 2 années assez compliquées. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ces 2 années, surtout les premiers mois, je pense qu'on a vraiment eu le confinement. Les premiers mois, on savait pas du tout ce que c'était. Alors, moi, je suis rentrée de maternité. Le premier vol que j'ai fait après mon congé maternité, c'était le jour du confinement. C'était à New York. Donc sur mon vol retour, on nous a annoncé qu'il fallait une attestation pour rentrer à la maison, pour circuler, etc. On savait pas du tout ce que c'était. On avait à peu près un vol par mois, voire moins. On pouvait se porter volontaire pour voler si on en avait envie. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient pas du tout peur du Covid aussi, donc qui se mettaient volontaires pour travailler plus justement. Moi je me suis pas mise volontaire parce que je savais pas du tout ce que c'était et puis surtout je venais d'avoir mon bébé donc ça m'arrangeait un petit peu aussi de rester à la maison. Ça s'est remis en place progressivement, on a eu de plus en plus de passagers sur les vols. Il y a des escales qui sont restées fermées ou confinées et il y a des personnes qui ont ouvert plus rapidement. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas à temps plein par rapport à notre planning d'avant, mais on est quand même pas mal. Est-ce que t'as vraiment ressenti une période de plat, quoi? Ou finalement pas tant que ça? Ouais.
Oui, parce que la première année, quand on avait un vol par mois, souvent, ils étaient vides aussi. Il y avait oui, c'est peu ça, de personnes oui. qui voyageaient. Il y avait peu de pays qui ouvraient leurs frontières. Et il y avait des vols, des fois, où il y avait 3 passagers dedans, quoi. Donc ça devait être très particulier ces vols. C'était très particulier. Et vous étiez le même nombre de personnes dans l'équipage quand même? Oui. Oui, parce qu'il faut une personne à chaque poste. Il faut surveiller chaque poste, en fait. Donc, Et il y a combien de postes? ça dépend des avions, mais ça varie entre, on va dire, 10 et 13. Ah ouais, donc 10 personnes pour 3 passagers, effectivement, ça va vraiment être particulier, hein. Oui. Et donc là, quand même, tu sens que ça revient progressivement à ce que tu as connu? Oui, oui, oui. Là, j'ai fait un vol récemment pour La Réunion. Le vol aller était complètement rempli. Il était full. Bon, bah ça c'est cool quand même, parce que c'est vrai que ça inquiète peut-être aussi sur son avenir professionnel, ce genre d'événement particulier, quoi. Oui, bien sûr. En plus, j'étais nouvelle embauchée, donc je me suis dit que s'il devait virer du monde, j'étais forcément une des premières à partir. Non, je t'avoue que j'ai eu un petit peu peur au début. Alors, du coup, comment ça se passe? Parce que vous changez tout le temps de collègue. Comment ça se passe pour le suivi professionnel d'une personne? Pour savoir si elle bosse bien sur les vols, si elle est impliquée, etc. Pour qu'elle ait, je sais pas moi, des promotions plus tard. Comment est-ce que ça se passe? Alors, on peut faire des rapports ou des lettres de félicitations pour dire que ça s'est bien ou mal passé, mais c'est assez rare. Et de temps en temps, on a des vols contrôlés avec un instructeur dessus qui nous évalue, qui regarde comment on bosse, pas seulement au niveau sécurité, mais aussi sur le commercial, donc qui travaille avec nous en vis-à-vis. Par exemple, quand on part en service, il va se mettre de l'autre côté de la voiture et regarder un petit peu comment on s'adresse aux clients, comment on porte l'uniforme, tout plein de choses. Et il a une liste de points clés à noter. Donc il nous évalue sur ça et tout est rentré dans notre dossier professionnel. Et donc après, c'est par la suite qu'on regarde ce dossier-là quand toi tu veux évoluer par exemple ou C'est ça, on va regarder si par exemple, si tu parles plusieurs langues, si tu as eu des bonnes évaluations pendant tes vols contrôlés, si tu as fait des choses peut-être pour l'entreprise aussi, ça peut aider. Je pense qu'on regarde aussi ton absentéisme, j'imagine. Alors l'absentéisme, ce serait quoi? Parce que c'est-à-dire la veille, tu dis que tu viens pas? Oui, par exemple, si t'es souvent en retard ou si t'es souvent pas sur le vol, quoi. Et comment ça se passe quand y a une personne qui prévient au dernier moment qu'elle peut pas venir? Alors, on a des personnes qui sont de réserve, c'est une sorte d'astreinte, donc qui sur un bloc de 5, 6, 7 jours vont se présenter tous les jours à notre base en attendant qu'il y ait quelqu'un qui soit éventuellement absent ou en retard. Donc en gros, il y a 4 jours où tu vas parce que tu as un vol, et il y a 7 jours où tu vas au cas où quelqu'un serait absent sur un autre vol, c'est ça? C'est pas tous les mois. Ah, ok. C'est pas tous les mois, c'est de temps en temps. Là, par exemple, j'ai un bloc de réserve en juillet et un bloc de réserve en août, mais j'en ai pas eu sur les 3 mois d'avant. On te positionne ça des fois sur ton planning, alors tu dois venir tous les jours en uniforme et tu attends, tu bois des cafés et t'attends de voir s'il y a un absent. C'est quand même particulier, hein. Parce Oui. qu'en plus, c'est-à-dire que tu peux rentrer chez toi le soir ou comme partir au Brésil, quoi. C'est ça. Et du coup, ta valise, c'est un petit peu spécial aussi parce que tu mets dedans une doudoune, tu mets des tongs, un maillot de bain, Ah mais oui. une polaire. si tu vas, par exemple, au Chili, là, demain, il va faire peut-être 2 degrés, j'en sais rien. Et si tu vas à Los Angeles, il va en faire beaucoup plus. Ah ben oui, c'est vrai ça, j'ai pas pensé. Ah ouais. C'est quand même particulier, ouais. Donc faut aimer quand même que ce soit jamais pareil. C'est ça. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment aimer ça parce que ça peut perturber des personnes qui ont besoin de leur routine. C'est ça. Donc toi, t'es pas une personne qui aime la routine Pas du tout. Même dans ta vie privée? Pas du tout. Alors déjà, mon copain habite à Lille, moi j'habite à Paris. Mes parents enfin mon père est en Seine-et-Marne, donc je suis un petit peu en triangle entre les 3 maisons. Mon fils et son père habitent à 1 heure de chez moi. T'aimes bien voyager, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours une valise dans chaque maison et je suis prête à partir de n'importe où. Et tu penses que ça vient de l'enfance que tu as eue? Je pense aussi. Parce que j'ai jamais été en demande ou en recherche de stabilité, en tout cas géographique. Et ça me dérange vraiment pas. Je passe ma vie dans le train ou dans l'avion. Moi, j'ai l'impression que c'est le fait que t'aies grandi comme ça, à droite à gauche, qui finalement fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment partie de toi, quoi. Je pense, oui. Et donc là, ton prochain vol, c'est quand? Mon prochain vol, c'est samedi. Non, c'est dimanche. Et c'est à Cayenne, en Guyane. Et donc là, tu vas avoir une escale de combien de temps?
Là, je vais avoir une escale de 24 heures. Et en ce moment, je fais que des dom-tom parce que j'ai perdu mon passeport récemment, il y a 2 semaines. Donc, je peux voyager que avec ma carte d'identité. Donc, Guyane, Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Donc oui, on n'avait pas parlé de ça, mais effectivement, quand tu es personnel navigant, tu dois toujours avoir ton passeport en fait, parce que toi aussi, tu fais les contrôles comme tout le monde. C'est ça, toujours mon passeport avec mes visas dedans. Et là, j'ai perdu mon passeport, c'est comme si j'avais perdu mes clés ou mon plus gros outil de travail. Tu penses que tu l'as perdu pendant un vol ou quelque chose comme ça? Non, je pense que je l'ai perdu dans un train parce que je le prends avec moi pour montrer mon identité parce que j'ai une carte de TGV et qu'il faut montrer aussi sa pièce d'identité et je pense que c'est là que je l'ai perdu. Donc là, en plus, je crois qu'on est sur des délais de 6 mois pour faire renouveler les passeports en ce moment. Alors, j'espère pas, mais j'ai eu un mot du service passeport de mon entreprise qui a demandé d'accélérer un petit peu les démarches, donc j'espère vraiment que je l'aurai rapidement. Ouais, parce que là, c'est vraiment ton outil de travail, toi, c'est Oui. pour partir en vacances. C'est ça, et surtout, ça m'embête de le perdre en plein milieu d'un rush d'été, alors que les vols commencent à reprendre et qu'on a vraiment besoin de nous, on est un peu en sous-effectif, alors ça m'embête de l'avoir perdu à ce moment-là. Quand tu t'es rendu compte que tu avais perdu ton passeport, comment ça se passe pour changer des vols que tu avais Alors j'ai appelé le service planning et je leur ai expliqué que je pouvais pas partir, je devais partir le lendemain à Miami, mais j'avais ni mon passeport et du coup ni mon visa USA. Donc ils m'ont mise sur un vol à Fort-de-France, en Martinique, et voilà, je devais être à Miami, j'ai fini en Martinique. C'est plutôt sympa aussi, hein. C'est sympa aussi. Donc toi aussi, ça peut t'arriver par exemple que t'aies des vols de prévus et que finalement on te rappelle pour te dire finalement tu seras pas sur tel vol mais sur tel vol parce que justement d'autres personnes ont d'autres contraintes. Je pense pas qu'ils aient le droit de déstabiliser notre planning comme ça. En tout cas, si on est en plein milieu du mois et que le planning était fixe, on peut te demander, mais on peut pas te l'imposer. Tu peux te porter volontaire pour voler sur tes repos, donc tu peux partir par exemple un jour en avance et là on t'appelle et on te dit on a besoin de quelqu'un sur un Miami, est-ce que tu veux ou pas? Ça fait rêver. Écoute, on va arriver à la fin de cet échange. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition, puisqu'en plus, c'est ton premier podcast, donc ça me fait super plaisir que tu l'aies fait avec moi. Ce que je te propose, c'est de donner le petit mot de la fin et encourager des personnes peut-être qui aimeraient faire ce métier, mais qui n'osent pas se lancer, puisque c'est un petit peu le fil rouge du podcast. Alors je reçois énormément de messages sur Instagram de personnes qui veulent devenir hôtesse de l'air parce que c'est sur ça que j'ai basé la thématique de mon compte Instagram. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent j'aimerais faire hôtesse de l'air mais je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis pas assez belle, j'ai les cheveux frisés ou des choses comme ça qui me font mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de lire ça parce que j'ai eu aussi ces réflexions quand j'étais adolescente, quand je voyais ma mère qui est une belle femme asiatique très mince, très dans les standards hôtesse de l'air et que je me voyais moi avec quelques kilos en plus et des cheveux frisés et afro. Où je me disais mais bon j'ai pas du tout le profil hôtesse de l'air et finalement c'est pas du tout ça, on n'y est pas du tout. En France déjà c'est interdit de se baser sur des critères physiques, en tout cas pour ce métier-là, et c'est pas du tout la mentalité du secteur de l'aviation. On est basé sur la bienveillance, l'esprit d'équipe, la gentillesse, le sens du relationnel et du commercial. Alors je pense qu'il faut mettre un petit peu de côté tous ces stéréotypes qu'on entend sur les hôtesses de l'air et foncer si on a envie de le devenir. Ok, oui, c'est vrai, finalement, là, tu nous casses un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur ce métier. Ah, c'est ça, je suis le contraire de l'hôtesse de l'air qu'on imagine, ouais. Est-ce que t'en as d'autres comme ça, des clichés qu'on peut avoir ou que les gens te disent? J'imagine que quand tu dis ton métier, les gens te sortent des stéréotypes peut-être. Oui, t'es jamais là pour ta famille, tu peux pas avoir de vie de couple, ce qui est complètement faux parce qu'on trouve tous notre stabilité et notre équilibre différemment, mais on le trouve quand même. Et finalement, le temps qu'on passe à la maison quand on y est très très précieux et on passe beaucoup de moments de qualité en famille. Et quand on est là pendant 3-4 jours non-stop sans travailler. On peut être là un mardi après-midi en train de jouer avec son enfant au parc et pas au travail. Donc on est peut-être là moins souvent, mais finalement on passe quand même beaucoup de temps ensemble quand on est là. Écoute, merci beaucoup. Mais avec plaisir, ça m'a fait très très plaisir d'être sur ce podcast. Eh bien, je te dis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous.
Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.